Ah oui, non, c'est bon, j'ai trouvé. Très bien. Donc, je laisse la parole sur ce à nos guest speakers afin qu'ils puissent se présenter et intervenir sur le sujet de la présentation d'articles en conférence. J'imagine que je commence. Bonjour à tous. Vas-y, vas-y. Je suis Audrey Rouziès. Je suis professeure des universités à Toulouse School of Management. Je suis depuis 2008. Et avant ça, j'avais soutenu ma thèse à l'EM Lyon. J'ai été très tôt impliquée à l'IMS, puisqu'en fait, j'ai eu la chance d'obtenir le prix de thèse à IMS en 2007. Et quand vous obtenez le prix de thèse, on rentre directement dans le CSP, Comité scientifique permanent. Et donc, j'ai un très fort attachement à l'IMS. Et puis, je me suis aussi très tôt impliquée dans EURAM, puisque depuis 2008, donc juste après ma soutenance de thèse, je gère un track sur les fusions-acquisitions. Et là aussi, j'ai un attachement très fort à cette conférence. Et pour faire vite, mes travaux en recherche portent donc sur les fusions-acquisitions et particulièrement les enjeux humains dans les fusions-acquisitions. Et à TSM, entre autres, je gère le parcours doctoral en stratégie. Donc, Malek, Eti, qui sont là aujourd'hui. Je n'ai peut-être manqué d'autres, mais certains de nos doctorants sont là aujourd'hui. Et pour moi, l'encadrement doctoral, c'est pratiquement, je crois, ce que je préfère dans le métier. Donc, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous tous et vous toutes pour partager le plus possible de mon expérience en plaisantant avec Anastasia et Rémi et Malek avant que vous vous connectiez. Je disais, je commence à être une vieille. Ça fait 20 ans que je suis sur le marché des conférences. Donc, voilà, ce sera avec plaisir que je partagerai toutes les anecdotes avec vous. Bonjour à tous, je pense que c'est à moi de me présenter. Donc, Guillaume Carton. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 2015 à l'Université Paris-Dauphine. Puis j'ai eu un poste à l'Institut supérieur de gestion sur le campus de Paris, où j'étais prof assistant, puis prof associé. Et ça fait 2 ans que je suis à l'EM Lyon en tant que professeur associé de stratégie. Voilà, je gère en parallèle un master en stratégie et conseil qui est basé à Paris. Et il y a 2 ans, j'ai fait l'aventure de souhaiter être élu, de présenter ma candidature au conseil d'administration de l'AIMS. Manque de bol, j'ai été élu. Donc voilà, je suis membre du conseil d'administration, où je suis maintenant membre du bureau également en charge de la communication de l'AIMS. Et qu'est-ce que j'y fais? Je suis aussi en charge de la commission doctorant. Voilà. Un petit clin d'œil à Audrey Rouir qui est là, qui était dans la commission précédente, avant les personnes qui sont présentées ici. Et puis voilà. Je fais pas mal de conférences aussi. Alors, ça fait pas 20 ans, moi, ça fait un peu moins du coup, mais j'ai eu la chance de faire très tôt une conférence, d'arriver dès ma première année à l'AIMS et ensuite à l'AOM. Les conférences clés que je fais, bon, on va en parler tout du long. Donc, l'AIMS, c'est une conférence où j'essaie d'aller régulièrement. L'AOM aussi, une conférence importante. La SMS en stratégie aussi. Je suis allé une seule fois à EURAM, mais je pense qu'Audrey pourra beaucoup plus parler que moi de l'EURAM. J'ai dû aller 2 ou 3 fois à EGOS. Et donc, cette année, qu'est-ce que je fais? Je fais plusieurs workshops. Je vais à l'AIMS à Annecy où j'ai 3 papiers, donc ça va être un peu intense. Et je vais à l'AOM cet été aussi où j'ai un papier. Je crois que c'est tout pour les conférences. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. Hop, comme ça, on peut… Yes, il faut juste que tu mettes en plein écran. Ouais, ça se charge, voilà. Audrey, juste Oui. avant de commencer, on dit aussi bonjour à Chloé qui va faire le live tweet avec nous aujourd'hui. Désolée. Bon, voilà, je vous laisse. Très bien. Donc, on s'est réparti un petit peu la parole. Vous allez voir, avec Guillaume, on est 2 bavards. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre quand vous aurez des questions. Je crois que c'est Malek qui va gérer ça. Et on va essayer de tenir le timing parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à partager. Du coup, Guillaume, je te laisse commencer. Et puis surtout, on a tout investi dans le template, etc., pour faire un truc extrêmement joli et très original. C'est-à-dire que c'est noir sur blanc. C'est hyper classe. C'est hyper classe. Voilà, donc j'ai déjà eu l'occasion de parler vaguement de conférences. Donc, qu'est-ce qu'une conférence? Donc là, c'est très, très définitionnel comme slide. Donc, je pense qu'on va aller vite. Donc, c'est la réunion annuelle d'une association académique. Donc, on a cité quelques noms. On a fait du name dropping. Donc, l'AIMS, dont on va parler principalement, bien évidemment. EURAM, qui est au niveau européen, qui s'est d'ailleurs construit, si je ne m'abuse, en opposition à l'AOM, en voulant être l'académie européenne et non pas américaine, même si l'AOM est internationale, c'est quand même très centré, très américano-centré.
Voilà, donc ça, c'est des conférences un peu classiques, grosses conférences généralistes. Ensuite, on a peut-être deux spécificités. Je ne sais pas, EGOS, qui est un peu particulier dans la mesure où… Donc, EGOS est européen. Il y a quoi, 4000 personnes à peu près? Je ne me rends pas trop compte, quelque chose comme ça. 4000 personnes, l'IMS, il y a 300 personnes. EURAM, il y a 3000, 4000, c'est ça aussi? Je ne me Ouais, rends c'est pas ça, compte. autour de 3000, ouais. L'AOM, il y a 10 000 personnes ou 8 000 personnes, c'est des trucs énormes. Et la SMS, il y a 3 000 personnes aussi. Donc la SMS, c'est en stratégie spécifiquement. La SMS, c'est une année sur deux, le lieu, et donc c'est en septembre, octobre, c'est une année sur deux en Europe et l'autre année aux États-Unis. Donc très centré stratégie pour le coup. Et donc Ego, ce qui est particulier, donc c'est plutôt théorie des orgas, alors un peu strat, mais pas forcément strat mainstream. Et donc la particularité, c'est que c'est organisé sous des sous-conférences, sous des tracks très spécifiques, avec une thématique très spécifique à laquelle il faut obligatoirement s'inscrire, contrairement aux STEM de l'IMS qui sont plutôt optionnels. Voilà, il y a d'autres conférences, il y a des conférences de collège. J'imagine que si vous avez un sujet un peu orienté RSE, vous pouvez aller au RIOD ou à l'ADER. Si vous êtes orienté international, voilà, il y a des conférences sœurs, voilà, des workshops, etc. Mais ça, je pense que c'est les principales du champ a priori. Et donc, c'est souvent plusieurs jours. Donc là, pour l'IMS, c'est de mercredi après-midi pour la vraie conférence, hors doctoral, etc., jusqu'à vendredi midi. Et c'est le cas pour les autres conférences. Parfois, c'est un peu sur le week-end, etc. Mais voilà le fonctionnement. Souvent l'été, souvent à partir de juin, parfois la Toussaint. Donc, différents formats sont présentés. L'idée, c'est de présenter des papiers. Hein. On vient rarement dans une conférence sans avoir des papiers. On présente un papier qui sera un article, qui sera discuté souvent, commenté, etc., par la salle, par une personne nommée qui est un discutant qui a été nommé pour ça. On peut présenter des posters. Alors, moi, j'ai assez peu d'expérience de posters et je pense qu'Audrey non plus, tu n'as pas trop d'expérience de posters, si je ne m'abuse. Donc, l'idée, c'est en tout cas de réussir à tout synthétiser, ce qui est très dur sur un poster. Et puis, souvent, c'est dans un hall, en tout cas, et puis les gens passent, et puis on est devant son poster, et les gens peuvent poser des questions. Donc, il y a un temps dédié à ça. Hein. Le poster n'est pas là tout le temps. Ce qui peut être pas mal. C'est souvent des formats privilégiés pour les doctorants, je pense. En sciences dures, ça existe beaucoup, mais nous, ça existe assez peu. Il y a aussi des symposia, donc là, c'est plutôt quelque chose de très général, des panels où on a 4-5 personnes sur un thème précis qui interviennent, des sessions plénières, le colloque doctoral, certains d'entre vous vont peut-être y assister pour l'IMS en particulier. Donc, il y a d'autres formats aussi, donc les pré-conférences, les PDW, Professional Development Workshops, ce qui a lieu à l'AOM, par exemple, pendant 2 jours entiers. Donc là, c'est plutôt sur le métier de chercheur, c'est plutôt des ateliers, en fait, plutôt que des ateliers de travail, d'écriture, etc. Donc les doctorales, là, qui sont l'Early Cocolium, voilà. Il y a un ensemble de choses, voilà, il y a plein de formats différents. Et bon, le format star ou le format de base, c'est quand même, je présente mon article pendant 15-20 minutes. Et puis après, voilà, ce format est un peu découpé. On peut le faire en 5 minutes, on peut le faire différemment. Mais en tout cas, l'idée, c'est de présenter ses recherches entre collègues durant une session d'1h30, grosso modo. Donc, on propose des idées, un travail en cours. Et puis, l'idée, je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'il faut voir. C'est jamais, contrairement par exemple, aux conférences en informatique ou en tout cas ou en computer science, où là, la conférence vaut papier, en fait. Nous, en sciences de gestion, la conférence ne vaut pas papier. La conférence, c'est une étape intermédiaire avant de faire son papier. Donc, c'est l'idée de présenter une idée, c'est l'occasion de présenter une idée, de ce qui se passe, de tester des choses. La collecte, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas finie, les findings ne sont pas parfaites, ne sont pas finis. Mais par contre, on peut déjà pré-échanger, commencer à échanger là-dessus. Et puis ensuite, c'est seulement après, ou une fois qu'on est assez sûr de soi, qu'on a fait un tour de plusieurs conférences, par exemple, qu'on a pu présenter plusieurs années d'affilée, ou qu'on a pu se tester plusieurs fois, qu'on est sûr de soi. Là, on envoie dans notre meilleure revue. Donc, pour l'IMS, c'est bien évidemment management. On doit envoyer dans management absolument, hein, ou autre chose, bien évidemment. On envoie dans la revue, et puis ensuite, il y a un autre processus qui se met en route. Mais voilà, en tout cas, on teste. C'est plutôt quelque chose qui doit être vu comme quelque chose en avant d'une soumission dans un article de recherche. Voilà. Et puis aussi, ce qui est important, je pense, surtout en période post-pandémie, parfois, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu des gens, qu'on n'a pas vu les gens avec qui on était en thèse, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est parti à Bordeaux sans nous le dire depuis 2 ans, on n'a pas de nouvelles. Il a eu des enfants entre-temps, elle a eu aussi d'ailleurs.
Voilà, il a changé de boss, comment ça se passe? Tu as des doctorats, tu recrutes en ce moment, je suis intéressé. Voilà, il y a tout un truc quand même qui est aussi très social et qui a beaucoup d'importance. Et surtout dans une communauté qui est la nôtre, qui est la communauté ici francophone. Vous êtes à peu près tous doctorants ou en poste ici. Et donc, c'est quand même là que les choses se passent, quoi. C'est là que les potins se passent. Il s'est marié avec… Voilà, c'est quand même le lieu des potins par définition, quoi. Et donc, du coup, il y a quand même un truc très social qui est extrêmement important. C'est pas que du potin, mais voilà, juste un peu comprendre ce qui se passe, quelles sont les mouvances qui vont arriver, etc. Voilà, donc il y a le truc un peu formel, il y a un peu le in et le off, quoi. C'est comme tous les festivals, il y a un peu voilà, il y a le truc formel qui se passe les journées, puis il y a ce qui se passe à côté qui a tout autant d'importance et qu'au fur et à mesure qu'on grandit dans la communauté, on le capte. Je suis sûr qu'Audrey, tu as une anecdote à nous dire là-dessus. Je ne te prends pas de surprise, mais je suis sûr que tu as quelque chose à raconter là-dessus. Sur le in et le off, ouais. Ouais, sur le in et le off, les conférences, c'est effectivement le super endroit pour retrouver ses potes. Hein. Ça, c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Et là, honnêtement, comme disait Guillaume, après les 2 ans de conférences online, on a très envie. Après, par contre, il y a souvent aussi des à côté dans la conférence et il faut juste arriver à se tenir. C'est-à-dire que, effectivement, souvent, le vin est bon, des fois, il y a du champagne. Donc, il faut quand même pas oublier que ça reste un environnement professionnel. Et même si on retrouve des potes, il faut… Des fois, on a eu quelques surprises de collègues qu'on ne voit plus tout à fait sous le même jour une fois qu'ils ont eu un peu trop d'alcool dans le sang, on va dire. Voilà, donc ça reste un lieu convivial, surtout en fin de journée, mais ça reste un lieu professionnel aussi. Donc, je ne citerai pas de nom sur qui boit trop en conférence, c'est pas l'objet, surtout que c'est enregistré. Donc, voilà, je vous propose de passer à la diapo suivante. Donc l'idée, c'était là de mettre en avant, alors si ça veut bien marcher, parce qu'évidemment ça ne marche plus. Mon ordinateur est en grève. Alors, pardon, je vais devoir départager, excusez-moi. Donc, c'est les joies du direct. Bon, bonne nouvelle, il a carrément planté. Très bien. Peut-être Anastasia, si vous… Ah, ça y est, ça rebouge. Non, ça y est, c'est bon. Apparemment, il est reparti. Pardonnez-moi. Je vais relancer le partage. Si ça le refait, je vous repasserai la main, mais il avait bugué. Voilà, vous devez voir une diapo sur les différences entre des conférences nationales et internationales. C'est bon pour tout le monde? Donc, avec Guillaume, on a souhaité mettre en avant cet élément-là parce que, comme le disait Guillaume en introduction, une conférence est une association de chercheurs qui appartiennent donc à une communauté. Ça peut être une communauté nationale avec donc une culture francophone, mais c'est aussi une communauté internationale. Et puis, il y a des communautés ou des sous-communautés par discipline, par thématique. Et donc, comme toute communauté, il y a quelque part des normes, il y a des attitudes à avoir qui peuvent, ou à ne pas avoir, qui peuvent être un peu différentes selon qu'on va à l'IMS, conférence en ce qui nous concerne nationale ou internationale, avec un niveau aussi européen pour Ego Soram dont on parlait ou international. Donc la première différence, c'est effectivement les enjeux de langue. C'est pas tout à fait la même chose quand même si je sais que la plupart des doctorants sont maintenant à l'aise avec l'anglais. C'est pas tout à fait la même chose de présenter dans sa langue maternelle et en anglais. Donc, on le verra par la suite, on a d'autres diapos là-dessus, mais ce qui requiert une préparation un petit peu différente peut-être quand vous préparez votre conférence. Il y a aussi une différence en termes de formalisme. Très honnêtement, moi, j'ai fait ma première IMS, j'étais en tailleur. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un dress code qui est un peu différent, c'est-à-dire que typiquement, si vous allez à l'Academy of Management, vous pouvez très bien vous balader en short, ça ne va choquer personne. Donc ça, c'est un dress code à avoir. Et des fois, quand on est un peu overdressed, quand on est un peu trop habillé, justement, quand vous êtes dans une salle un peu trop habillé et que vous voyez tout le monde qui est détendu, voire en tongs devant vous, vous vous sentez encore plus mal à l'aise. Donc, se mettre au courant du dress code, c'est pas mal pour aussi, quand on est jeune chercheur, pas se retrouver déstabilisé par ça. Et puis, ça permet aussi, cette anecdote-là, ça permet quand on est sur une conférence internationale, enfin à l'AOM, c'est c'est très visible de se faire repérer en fait par sa nationalité en fonction de comment on est habillé. Typiquement, les Françaises et les Italiennes sont toujours repérées par leur dress code et le fait qu'on est juste mis un tailleur Zara, hein, honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais pour les Américains, ils trouvent ça amazing, donc c'est très marrant à repérer. Bon, plus sérieusement, l'écart très important, c'est au niveau du temps de parole. Là aussi, c'est
extrêmement important de bien se renseigner en amont sur le temps de parole qui vous sera alloué, parce qu'en fonction du type de session, en fonction, donc Guillaume en parlait tout à l'heure, si c'est un poster par exemple, où vous êtes face à votre poster et en fait vous devez attirer le chaland qui passe, ou si vous avez 15 minutes dédiées, c'est quelque chose de différent. Donc il faut vraiment bien préparer sa présentation en fonction du timing, notamment pour avoir du temps ensuite pour collecter les commentaires, parce que moi typiquement quand je chair une session, donc quand je suis le maître du temps sur une session, je vais arrêter, si la session dure 15 minutes, je vais arrêter la personne à 15 minutes. Par souci d'équité, parce que si on décale trop dans le temps, généralement, vous avez 3 papiers présentés par séance. Ça fait que si on laisse 5 minutes à chaque fois, le dernier, il se retrouve amputé de pratiquement 15 minutes. Donc, on essaie de garder le timing, et ça, c'est extrêmement important. Et ce serait perçu comme non professionnel. Et ça, c'est très important, parce qu'en tant que doctorant ou jeune chercheur, vous savez que les conférences, c'est aussi un endroit important pour le job market. Donc, ce serait perçu comme non professionnel de prévoir, je ne sais pas, 20 slides pour une présentation qui est censée durer 15 minutes. Donc, ayez bien en tête, généralement, 5-6 slides, c'est vraiment le maximum. Et si vous avez 5 minutes de temps de parole, comme ça peut arriver parfois sur certains formats, la SMS notamment, qui sont des formats table ronde, où en fait sont regroupés une dizaine de papiers dans la même salle, et les auteurs ont chacun 5 minutes on est plus de l'ordre du pitch du papier. On va chercher à pitcher le papier. Donc là, il faut bien aussi, on va évidemment pas présenter le papier dans son ensemble, on va essayer plutôt de susciter l'intérêt pour démarrer et enclencher une discussion derrière. Donc ça, c'est vraiment très, très important à valider avant d'aller en conférence. La taille de la communauté, Guillaume l'évoquait aussi, évidemment, on est sur des tailles différentes. À IMS, je ne vais pas dire qu'on se connaît tous, mais généralement, on connaît beaucoup de visages. À l'AOM, ça peut arriver, il faut se donner des points de rendez-vous. Clairement, sinon, on ne croise pas les collègues tellement c'est immense. Vous êtes sur plusieurs hôtels en même temps. Donc, ce qui est important au-delà de la taille, c'est aussi d'avoir conscience des proximités des traditions scientifiques. Quand vous faites une présentation, quand j'assiste à une présentation à l'AIMS, il y a de très faibles chances que je ne comprenne pas ce qui se passe en termes méthodologiques, parce que j'ai été formée en France, parce qu'il y a des traditions méthodologiques en France et qu'on est au courant de ce qui se passe. Donc, généralement, on arrive à suivre, il n'y a pas de problème. Et ce qui veut dire que les personnes à qui vous présentez aussi, généralement, sont sensibles à ce que vous faites et comprennent ce que vous faites. Sur le niveau européen, c'est vrai aussi, RAM et GOS, les traditions scientifiques sont assez proches. À l'AOM, ça m'est arrivé de me retrouver dans des séances où j'avais été parce que le titre d'un papier m'intéressait, et puis c'était quelqu'un qui développait un modèle économétrique, un collègue en finance qui développait un modèle économétrique sur lequel je ramais totalement. Donc ça aussi, ça peut déstabiliser un petit peu, parce que non seulement quand vous écoutez des présentations, vous n'êtes pas sûr de tout comprendre, mais surtout vous risquez, s'il y a des traditions scientifiques qui sont très éloignées, d'avoir des commentaires qui peuvent vous déstabiliser. Donc on y reviendra, on a une autre diapo là-dessus, mais c'est un élément important de bien avoir en tête que les personnes que vous avez en face de vous, quand c'est une conférence nationale ou européenne, généralement savent de quoi vous parlez et vont vous poser des questions qui vont être cohérentes. Des fois, vous pouvez, sur des conférences comme la OM, avoir des sentiments d'avoir des questions qui vous paraissent incohérentes, mais c'est parce qu'il y a des traditions scientifiques qui sont différentes. Le point qu'on a mis en avant aussi sur conférence à la carte versus conférence par track, il y a des manières de se comporter et des normes là aussi dans une conférence qui diffèrent selon les zones géographiques, donc nationales, européennes ou internationales. La conférence à la carte, ça va être typiquement à l'AOM, où en fait, quand vous recevez, alors maintenant le programme de la conférence est sur l'application, mais avant, quand j'allais à l'AOM il y a une dizaine d'années de ça, vous receviez un booklet qui faisait, je ne sais pas, on aurait dit un annuaire téléphonique en fait. Vous voyez, si vous avez encore vu des annuaires téléphoniques, vous êtes quand même... donc, c'était vraiment très épais et on feuilletait ça, il fallait vraiment bien le préparer en amont. Et donc, les gens choisissaient à la carte, c'est-à-dire qu'à l'AOM, c'est admis et totalement accepté que vous, sur une séance où il y a 3 papiers présentés, vous entrez, vous écoutez le premier papier, à la fin du deuxième papier, vous sortez, vous traversez la porte, vous allez à une autre séance et vous vous baladez de séance en séance. À l'AIMS, typiquement, la norme, c'est plutôt, vous allez à une séance et vous restez à la séance. En parallèle, ERAM et EGOS,
sont des conférences qui sont organisées par track. Alors, typiquement, donc des tracks thématiques, généralement. Ce qui fait que la tradition à EGOS, c'est que vous restez dans le track dans lequel vous avez soumis le papier pour souvent l'intégralité de la conférence, d'où l'importance de ne pas se tromper au track auquel on soumet, parce que des fois, vous allez vous retrouver là aussi avec une communauté qui ne vous correspond pas totalement, et ça peut être gênant, ou au contraire, ça peut vous ouvrir de nouvelles opportunités, mais en tout cas, il faut avoir conscience de ça. À EURAM, c'est plus facile d'identifier les tracks, mais vous n'êtes pas scotché à votre track. Il y a des tracks qui ont plus ou moins de fidélité. Je pense notamment au track Sénat. Il y a Audrey qui est là, elle pourra en parler, où les gens reviennent chaque année et suivent le déroulé sur plusieurs jours. Dans le track M&A dont je m'occupe aussi, il y a des gens qui restent, mais il n'y a pas de norme. Là, ce n'est pas obligatoire de rester. Et ce qui veut dire aussi, quand on a une conférence à la carte ou par track, c'est que le niveau d'implication des gens et le niveau d'expertise de vos interlocuteurs vont différer. À l'AOM, vous pouvez encore une fois très bien vous retrouver avec quelqu'un qui est totalement éloigné de vos thématiques. À EGOS, à EURAM et à l'IMS, c'est moins vrai, puisque généralement, les gens vont vraiment choisir les tracks qui les intéressent et pas choisir juste un papier à la carte. Et puis, ce qui peut influencer aussi le type de retour et le type de présentation qu'on attend de vous, c'est le degré de maturité des communications. Donc, il y a des endroits, des conférences où il faut soumettre des full papers, typiquement l'AOM, EURAM et AIMS, et d'autres endroits comme EGOS où on va soumettre un short paper et après on soumet un extended paper. L'idée là aussi, c'est que le type de conversation qui s'engage est différente. Moi, j'ai personnellement un petit peu du mal à comprendre des collègues qui, ça peut arriver, soumettent des papiers qui sont, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu déstabilisant, dans le track dont je m'occupe à EURAM, des collègues américains qui venaient visiter l'Europe. C'est quand EURAM était à Rome, ils avaient été intéressés par la localisation, et il avait soumis un papier qui en fait était conditionally accepted dans SMJ. Donc là, honnêtement, quand vous êtes censé discuter un papier qui est accepté dans SMJ, en tant que discutant, votre boulot, il n'est pas super intéressant parce que vous n'allez pas refaire l'histoire du papier, le papier est déjà avancé. Donc là aussi, en termes de maturité des communications, c'est toujours plus intéressant, c'est pas le bon mot, mais en tout cas un peu plus challenging d'être dans des discussions de papier qui ne sont pas totalement abouties, et ce n'est pas l'objet d'envoyer un papier qui est prêt, qui est déjà en révision dans une revue, ça veut rien dire. Voilà, je suis très bavarde. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je voulais rebondir sur 3 points. Donc, il y a un point général qui, je pense, n'a pas encore été dit, mais il y a beaucoup de choses à dire encore. Je pense qu'il faut comprendre que la conférence a quand même lieu. L'objectif, c'est un papier de conférence, c'est pas que ça vaut pas grand-chose, c'est bien sûr un CV, etc. Mais il faut le transformer en article absolument un jour ou l'autre, quoi. Donc, faire le tour du monde pour ce qui a été le cas quand des labos très très riches, etc. Machin. Faire une conférence pour une conférence, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'il faut absolument avoir un objectif derrière, et donc c'est forcément quelque chose qui va être maturé au fur et à mesure, etc. Donc ça rebondit notamment sur le dernier point, degré de maturité. Moi, ce que je fais là-dessus, alors ce n'est pas une règle, mais en tout cas, ce que je fais souvent, j'essaye d'envoyer d'abord dans une conférence, encore une fois, ce n'est pas une règle, ça ne marche pas tout le temps. J'essaie d'abord d'envoyer dans une conférence type EGOS ou SMS qui est prise sur des short papers, donc 7 pages ou 3500 mots, grosso modo. Voilà, on peut espérer que c'est pris, etc. L'année d'après, du coup, je vais à l'AIMS, où c'est 25 pages, interligne 1,5. Donc, en interligne 2, ça fait 30 pages, 35 pages. Et puis, l'année d'après, je vais à l'AOM, où là, c'est 40 pages et les exigences sont plus élevées, parce qu'on attend vraiment un vrai papier, alors que l'AIMS, il n'y a pas une bienveillance, mais comment dire… en tout cas, il est admis que c'est un full paper, mais qui, voilà, et surtout en tant que doctorant, il y a un peu d'ouverture, etc. Et puis enfin, seulement, donc c'est quand même des cycles de 3 ans, et seulement à la 4e année, je revois potentiellement dans une revue, etc. Donc il y a quand même ce truc de jouer avec les conférences et comprendre, mais pour ça, il faut comprendre ce que c'est, bien évidemment, comprendre ce qui est attendu, comprendre qu'on se frotte un peu à des logiques de pensée différentes, etc. Voilà. Je voulais rebondir aussi à un autre point qui était l'idée des traditions scientifiques, le 1, 2, 3, le 4e point, taille de communauté et proximité des traditions scientifiques. Moi, j'ai beaucoup appris en allant à l'AOM, je suis beaucoup allé à l'AOM, et notamment, j'ai appris un truc qui est assez intéressant, c'est que dans notre domaine du management stratégique, en fait, les gens, ils pensent en termes de variance, ils ne pensent pas du tout en termes de qualitatif, ils ne parlent pas d'entretien, ils ne savent pas ce que c'est. Vous parlez à des gens et vous dites « j'ai fait des entretiens », vous parlez de la méthode Gioia, vous pensez que Gioia, c'est un Américain, etc.
personne ne connaît Gioia, hein, absolument personne. Alors, de plus en plus, mais les gens s'amusent, ils sont dans des bases de données, voilà, ils ont quand même cette logique de pensée. Moi, mon idole pendant ma thèse, c'était Richard Whittington et Paula Jarzabowski. Personne ne sait qui c'est, hein, c'est des inconnus. Hein. Les gens pensent qu'ils connaissent David Thies, etc., mais ils ne connaissent pas ces gens-là. Donc, du coup, en fait, se confronter à un moment à un endroit comme ça, c'est quand même intéressant pour juste comprendre ce qui se passe et comprendre dans quel monde on évolue, quoi. Après, ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire dans la vie plus tard, etc., mais c'est important de comprendre ça. Ce que j'ai fait, alors je sais Audrey, tu vas rebondir après, ce qui m'est arrivé, ce que je vais faire cet été d'ailleurs, à un moment dans mes sujets de recherche, j'étais très orienté sur l'histoire un peu des concepts en management. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais passer pendant donc, les PDW, qui est la pré-conférence de l'AOM. Je me suis dit, allez, je vais passer une demi-journée dans ça s'appelle Business History. Donc, ils ont des tracks, il y a une quinzaine de tracks avec des thématiques. Allez, je vais me fader une demi-journée avec ce genre-là, voir ce que c'est. Bon, en fait, je suis resté 1 heure et j'ai compris que ce n'était pas du tout ce que je voulais, que ces gens ne me plaisaient pas, ils étaient trop vieux en plus. Donc, on ne parlait pas le même langage et ça ne marchait pas, quoi. Voilà. Et donc, cet été-là, je vais essayer de faire la même chose. J'ai un papier sur les non-profit organizations. Je ne connais rien à ce milieu-là, c'est mon co-auteur qui connaît quelque chose. Et donc, pareil, je vais essayer de faire le jeu, de passer 2-3 heures avec ces gens-là et me dire, allez, on va entrer dans une communauté que je ne connais pas, c'est l'endroit où il y a tout le monde, donc pourquoi pas en profiter. Ce n'est pas du tout ma tradition de la IMS francophone, etc. Allez, allons voir est-ce que je peux dialoguer avec ces gens-là ou est-ce que je ne parle pas le même langage. Et puis, je vous dirai en septembre ce que ça a donné. Mais voilà, donc, il y a quand même une stratégie comme ça de comprendre comment les autres pensent en termes de méthodologie, etc. Je crois qu'Audrey, tu voulais réagir, non? Ou pas du tout? Non, ça me fait penser, mais je ne vais peut-être pas avoir trop d'anecdotes, je vais faire vite parce que je vois Malek qui a une question. L'AOM, moi, ça m'a véritablement décomplexée quand j'étais doctorante. J'y suis allée, je crois que j'étais en 2e année de thèse. J'ai participé au colloque doctoral de l'AOM et en fait, c'était des petites tables rondes où chaque doctorant présentait oralement, sans support, pendant 3 minutes, sa thèse. Et en fait, autour de moi, j'étais la dernière à parler et j'étais très impressionnée parce que c'était tous des gars avec des bases de données de malades, de quanti, etc. Et donc, moi, j'arrive à la fin, je dis, bon, ben moi, très timide, je fais des entretiens qualitatifs. Je faisais ma thèse sur Air France KLM, sur la fusion entre Air France et KLM. Bon, à ce jour, j'ai conduit près de 150 entretiens. Et là, ils étaient tous coachés. Ah, mais c'est merveilleux, mais c'est génial, mais quelle chance tu as, parce qu'en fait, nous, on travaille sur des bases de données, mais on travaille sur une variable que nous donne notre directeur de thèse et on n'a aucune marge de manœuvre. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis ressortie de là. Ça m'avait fait du bien. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Il faut effectivement avoir conscience des différences de culture académique et scientifique, et de ne pas être complexé par ce qu'on fait, parce que s'il y a un vrai intérêt scientifique, les autres en face vont percevoir la richesse de ce que vous faites. Donc, voilà. Malek, je pense que tu voulais prendre la parole. Oui. Une autre question différente qu'on a reçue dans le questionnaire. Quels sont les différents formats d'ateliers qui existent en conférence francophone ou internationale et quels sont leurs avantages comparés? Alors, atelier, je ne sais pas ce que la personne entend par atelier, mais il y a dans les séances où on présente ses travaux, il y a 2 grands types de séances. C'est des séances où on a un discutant qui a lu votre papier et qui fait des commentaires. Et ensuite, il y a des séances où il n'y a pas de discutant et où c'est l'auditoire qui va poser des questions. Et généralement, quand il y a un discutant, l'auditoire a toujours une marge de manœuvre après, derrière, quelques minutes pour poser des questions. Donc ça, c'est les 2 grands formats en termes de présentation qui existent. Mais après, comme le disait Guillaume en intro, il y a quand même l'intérêt aussi des conférences, c'est d'aller au keynote, d'écouter ce qui se passe dans les conférences plénières, de participer, d'écouter ce qui se passe dans les symposiums ou dans les panels, où il y a des discussions un peu plus poussées, avec généralement des experts d'un domaine qui vont s'attaquer à le passé ou le futur d'une thématique, essayer d'un peu construire quelque chose d'élaboré. Et puis après, dans des conférences typiquement comme à l'IMS, il y a aussi souvent une part, je ne connais pas le programme encore de ce qui est prévu pour nos amis d'Annecy, mais je pense qu'on va se régaler d'après les bruits qui courent et de ce que j'ai eu. Mais il y a souvent une session aussi qui est réservée aux praticiens, ou en tout cas à la discussion entre le monde académique et le monde de la pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, Guillaume l'évoquait, à l'AOM, les PDW, quand vous les choisissez bien, il y en a qui sont vraiment top. Pour le développement personnel dans la carrière, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes aussi.
Et du coup, juste pour rebondir légèrement sur ce qui se passe à Annecy, sans tout dévoiler, j'ai quelques informations, mais on va effectivement se régaler, mais ça, je n'en dirai pas plus. Il y a donc, cette année, pas pour la première fois d'ailleurs, mais il y a les doctoriades. Il y a un mail qui a été envoyé il n'y a pas très longtemps là-dessus. Donc, il y a une journée entière prévue pour les doctorants et les jeunes chercheurs, avec un ensemble de personnes qui sont conviées, de collègues qui sont conviés pour donner leurs avis sur, pas leurs avis, mais des conseils sur différentes choses liées à la carrière un peu. Donc, c'est une pré-conférence comme les PDW de l'AOM, c'est la même logique. Voilà, donc là, il y a une demi-journée, je ne sais plus si le matin, c'est le doctorant et l'après-midi, les jeunes chercheurs. Voilà, mais je pense que tout le monde peut aller par. Le matin, Pardon, les c'est quoi? doctorats et l'après-midi, les jeunes chercheurs, c'est ça. Voilà, donc c'est ça la logique. Et donc là, je vous invite forcément à y aller. Ce qui est pas mal, c'est contrairement à l'AOM, où c'est des gens que vous ne connaissez pas, où vous pouvez être timide, où c'est des gens qui n'ont pas la même tradition de recherche que vous. Là, c'est des gens du champ, a priori, qui comprennent ce que vous faites, vous pouvez les comprendre, etc. Donc, je vous recommande fortement à y aller. Et puis, vous avez aussi l'atelier doctoral qui a lieu le mercredi matin, où là, c'est plus classique, présentation de la thèse, échange avec une personne qui a lu votre document, etc. Voilà ce qui se passe en tout cas en France à l'AIMS en complément. Ah, et donc là, c'est moi qui présente. C'est ça, Audrey. C'est ça. Donc ça, c'est la slide d'après, effectivement. Ce qu'on recommande, c'est de bien préparer sa conférence en amont. Et donc, il y aura une question à prendre, mais on la prendra après, celle de Pierre. Bon, je pense que la première chose, c'est déjà s'assurer que tout marche bien, etc. Ce qui n'est pas gagné, hein, parce que parfois, j'ai été à l'université, j'y suis plus, donc moi, maintenant, c'est plus flexible. J'avance les frais, mais ça crée la flexibilité. Voilà, quand il faut réserver l'hôtel, etc., avec l'agence du truc, c'est toujours très compliqué. Voilà, mais en tout cas, ça facilite. Si tout ça, c'est fait déjà, vous n'avez pas à stresser pour savoir où vous dormez. Voilà, ça paraît logique, mais c'est toujours bon de le dire. Ensuite, ce qui est pas mal, hein, et ça va être le cas pour Annecy, et c'est le cas, Audrey parlait de l'annuaire qui était distribué à l'AOM, et maintenant c'est une appli, ça revient au même. Pour les grosses conférences, donc effectivement, là, je prends l'AOM comme exemple parce que c'est quand même l'exemple extrême. Donc la conférence passe dans le centre des congrès d'une grosse ville américaine, et en fait, il n'y a que 5 villes aux États-Unis ou 6, je crois, qui sont capables d'accueillir cette conférence tellement elle est grande. Donc, pour un peu vous donner le truc, donc ça a lieu dans les Hilton, etc., et le palais des congrès. Voilà, donc Paris ne peut pas accueillir la l'AOM, Paris est trop petit comme ville, voilà, pour vous donner un peu l'ambiance du truc. Donc, si vous arrivez la fleur au fusil, jamais vous pourrez profiter de votre conférence. Du coup, ça se prépare, il faut savoir ce que vous allez faire, ou vous assurez de rien faire, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas profité au mieux. Donc, du coup, sur l'appli, on peut chercher par auteur, on peut chercher par thème, on peut chercher par track, on peut chercher par tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, ça se prépare. Où est-ce que je veux aller pour voir quoi, pour voir qui? Et parfois, donc encore une fois, l'OM est l'exemple extrême. Parfois, il y a des choses où vous pouvez que y aller sur inscription préalable avec envoi d'un papier, etc. Donc là, la conférence est en août. Je pense qu'il y a des choses pour le 1er juillet, il faut déjà avoir envoyé quelque chose. C'est un peu la logique. Et donc, dans la même logique, à l'AIMS, c'est la même chose. Si vous arrivez votre fleur au fusil en attendant le programme, donc le programme va être donné, il y a un pré-programme qui va être distribué en fin de semaine, a priori, ou début de semaine prochaine. Le programme complet sera donné rapidement aussi. Bon, bah, vous regardez où vous voulez aller, pourquoi ça, vous aurez accès au papier aussi assez rapidement. Pourquoi je vais aller là, quel intérêt j'ai à faire ça. Sinon, si vous suivez les copains, etc., bah, vous allez un peu, ça va être sympa, hein, mais vous allez un peu manquer certaines choses. Voilà, donc ça se prépare en amont, on prépare son papier, on prépare aussi ce qui s'y passe. Voilà, donc ça, c'est les 2 points. Et puis, le dernier point, ça peut aussi être pas mal alors pas forcément pour des postes, mais vous savez que Audrey Rouziès, elle travaille sur les fusions-acquisitions, voilà, c'est votre sujet de thèse, vous n'osez pas trop l'aborder, vous savez qu'elle est là, elle a un papier, a priori, elle sera là. Envoyez-lui un petit mail et puis demandez est-ce qu'on peut se voir à un moment donné, comme ça, elle aura repéré votre nom, et puis quand vous la verrez avec son badge, vous pouvez l'avoir. Alors moi, j'ai une super anecdote là-dessus, donc il faut absolument que je la raconte, parce qu'en fait, j'ai fait un de mes papiers qui a été publié donc, dans le Journal of Management Inquiry, et en fait, quasiment basé uniquement sur des gens que j'ai rencontrés dans des conférences. Donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéressais au lien entre la recherche et la pratique, et je m'intéressais à un type de personnes en particulier, qui sont des chercheurs praticiens. Donc, c'est des chercheurs qui ont une activité à la fois académique assez poussée, et puis qui sont aussi souvent consultants, en fait. Voilà. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'ils géraient leurs différentes activités pour lier recherche et pratique et donc bridger le fameux Rieger-Levens gap. Voilà, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, le sujet de la pertinence de la recherche. Et donc, pour ça, je me suis dit, je vais interviewer des gens qui sont des chercheurs praticiens. Alors, il y a quelques personnes françaises auxquelles j'ai eu accès, etc., en cherchant un peu. Et puis, il y a en fait des gens qui ont écrit là-dessus sur leur métier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les interviewer.
Et donc, ces gens-là, en fait, souvent, sont des gens très connus. Donc, très connus, c'est des gens, des profs d'Harvard, en fait, ou des personnes comme ça. Et donc, j'ai envoyé mon petit mail. Hello, I am a PhD student from Paris. Can I have an interview with you? Voilà. Et puis, ces gens m'ont dit oui, en plus. Donc là, voilà. Est-ce qu'on peut se fixer une heure, etc. Et donc, en fait, j'ai interviewé des gens. Donc, j'ai fait de mon terrain de thèse pendant ces grosses conférences où tout le monde est là, en fait, l'AOM, mais pareil, à l'IMS, toute la francophonie est là à l'IMS, c'est la même logique. Hein. Et donc, à l'AOM et à la SMS, j'ai eu des entretiens avec des big names de personnes parce que j'avais pris contact 15 jours avant en envoyant un mail, etc., prenant rendez-vous à 14 heures à l'hôtel, je ne sais pas quoi, machin, autour d'un café. Et puis, je posais mes questions pendant une demi-heure, 45 minutes. Et voilà, donc sans faire de terrain de recherche, hein, tout le monde, je suis tout à fait conscient que tout le monde faire la recherche sur la recherche, c'est pas le. Je préférais qu'on fasse des recherches sur les pratiques managériales en entreprise, bien évidemment, ou dans les organisations de façon plus générale. Mais voilà, mais de la même manière, voilà, prendre rendez-vous avec un collègue parce que vous avez vu un papier qui vous a plu, etc. C'est pas intéressant. Alors, sans en faire trop, par contre, puisque ça peut être saoulant, parce qu'encore une fois, les profs ou les collègues ont aussi envie de vivre leur propre vie sans avoir une cour de doctorants autour d'eux, bien évidemment. Quoi. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'une conférence, ça se prépare de différentes manières. Et je pense que c'est important de croire que tout ne va pas se dénouer en arrivant le jour J. Je ne sais pas si Audrey, tu veux compléter des choses ou pas? Non, sur le côté, le côté informel et prise de contact avec les collègues et les conférenciers, il ne faut pas hésiter à le faire vraiment. Mais juste en évitant le côté groupie, en fait. Il faut trouver un moyen d'interagir avec la personne. Il faut être un petit peu, si vous êtes... moi, je sais que je suis très physionomiste, c'est-à-dire que quand je suis doctorante, les gens, je repérais, en fait, je regardais les profils Internet des gens, je repérais leurs photos, et comme ça, quand vous croisez quelqu'un, vous dites « Ah oui, tiens, c'est un tel ou c'est une telle », parce que finalement, quand vous faites votre thèse, surtout au début, hein, moi, par exemple, dans ma thèse, je citais Marlène Fliol, je ne savais pas à quoi elle ressemblait, jusqu'au jour où je me trouve assise en face à la table d'elle et je vois son badge Marlène Fliol. Et là, je dis, oh merde, j'aurais dû regarder qui c'était parce que j'aurais pu, et je l'ai loupé en fait. Donc, c'est pas mal aussi de travailler aussi sur ça, sur repérer en amont avec qui vous pourriez échanger, ça me semble important. Malek, est-ce qu'il y avait des questions associées à cette diapo-là? Non. Ok, donc j'enchaîne dans la même logique, l'idée de bien se préparer pour maximiser les bénéfices que vous allez retirer de votre participation à la conférence. Alors, normalement, hein, vous recevez des remarques des évaluateurs. L'idée, c'est quand même, alors, comme toujours, hein, on n'est pas obligé de toutes les intégrer, il faut évidemment qu'elles fassent du sens, bon. Mais c'est quand même important d'essayer de les intégrer parce qu'il y a de fortes chances aussi que vos évaluateurs soient ensuite vos discutants pendant la conférence elle-même, puisque généralement, le comité scientifique de la conférence va choisir des évaluateurs qui sont spécialisés dans votre domaine et des discutants qui sont spécialisés dans votre domaine. Donc, si vous êtes sur un domaine très pointu, généralement, ce sont les mêmes personnes. Auquel cas, c'est important parce que si effectivement, ils observent, ils vont reconnaître le papier, bien évidemment. Et donc, s'ils reconnaissent le papier et qu'ils voient que les remarques qui ont été faites n'ont pas été intégrées, c'est un petit peu énervant quand on a fait le boulot de faire une review un peu poussée. L'élément aussi, c'est très important d'en parler tout à l'heure sur la gestion du temps de parole. Si vous avez 15 minutes, il faut vous entraîner à tenir 15 minutes. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, ne pas hésiter à faire des présentations en amont devant vos collègues doctorants, au sein de votre laboratoire, au sein de devant votre miroir. Enfin, en tout cas, pour être sûr que vous soyez à l'aise avec cette gestion du temps et avec, en fait, finalement, vous dire, OK, parce que ça aussi, ça vaut aussi pour des cours ou quoi, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de présenter mon papier si mon ordinateur crache, si ma clé USB crache, si j'ai pas de vidéoprojecteur dans la salle. Donc, être vraiment préparé à pouvoir aussi faire le show avec ou sans support, parce que ça peut arriver. Enfin, moi, ça m'est arrivé personnellement à l'AOM. Comme le disait Guillaume, c'est organisé dans des grands hôtels. Et il y avait une salle où le vidéoprojecteur avait planté. Et effectivement, le temps l'ampoule soit changée, etc., j'ai fait ma présentation sans support visuel. Et mine de rien, si on n'est pas préparé, c'est encore plus stressant. Donc ça, c'est vraiment important de bien se préparer. Ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que vous voulez. En fait, il faut préparer votre présentation en fonction des retours
que vous souhaitez obtenir. C'est-à-dire que si c'est un papier qui est vraiment en cours de développement, sur lequel, par exemple, vous avez des questions même de méthodologie, il va falloir mettre l'accent sur cette partie-là et ne pas hésiter, surtout lorsque vous commencez votre présentation, à dire, bon voilà, je suis monsieur un tel, madame un tel, doctorant dans telle et telle institution, mon papier porte sur, et puis vous donnez l'information sur le niveau d'avancement du papier. Ne vraiment pas hésiter à dire, voilà, là, je sors tout juste de ma collecte de données, c'est un premier jet, je suis extrêmement content qu'il ait été accepté à la conférence, mais vraiment, j'ai besoin de vos retours sur la méthodologie, parce que par exemple, imaginons que vous ayez collecté de la donnée, mais qu'elle ne soit pas encore totalement bien codée, et vous avez fait un codage un peu rapide, et vous le soumettez, puis vous avez besoin d'un codage plus élaboré. Donc, ne pas hésiter à vraiment dire, en amont de votre présentation, dans l'introduction, ce que vous attendez, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir maximiser les retours. Alors, d'une manière générale, évidemment, il faut susciter l'intérêt de votre auditoire. Donc, bien mettre en avant l'intérêt de la question de recherche. Et Guillaume parlait tout à l'heure du gap rigor et relevance. Donc, toujours essayer de présenter l'intérêt de votre question de recherche en lien avec la pratique, en quoi ça répond à un besoin de la pratique, et en lien avec la théorie, en quoi vous venez combler un gap, ou vous essayez de combler ou de contribuer à un champ de la littérature. Donc, vraiment bien mettre en avant l'intérêt de la question de recherche, parce que c'est ça qui va faire que les collègues qui sont dans la salle vont écouter. On ne va pas se le cacher. Vous savez, on l'a tous vécu, quand vous êtes, il est 14 heures, là, typiquement, c'est la pire heure à laquelle on se parle pour une conférence. Après le déjeuner, les gens ont déjà toute la matinée dans les pattes, où normalement, ça vous sollicite un peu de compétences cognitives, donc ça vous fatigue un petit peu. Vous avez pris le repas, et il est 14 heures et vous devez vous assister à des sessions. Moi, j'ai vu des gens somnoler, on l'a tous vu, enfin, ça arrive, hein, c'est pas un drame. Mais ce qui veut dire que si vous voulez vous maximiser vos chances d'avoir des retours, il faut que vous soyez un peu punchy dans l'accroche, et que le collègue se dise, ouh là là, oui, je ferais bien une petite sieste, mais ce papier me semble très intéressant, donc je vais l'écouter. Donc vraiment très explicite sur quel est l'intérêt de votre question de recherche, où vous en êtes, quels sont vos besoins sur ce papier, et du coup l'importance à la fin. Moi, ça m'est même arrivé sur des papiers très peu avancés, où par exemple la discussion, j'avais pas encore trop travaillé la discussion, en fait dans la slide où je présentais ce qui était censé être une discussion, finalement je jetais des questions, et je jetais des questions sur le papier en disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vers quoi on pourrait aller, j'imagine qu'on peut contribuer à tel et tel et tel champ, mais ce n'est pas encore très clair, est-ce qu'il y a des réponses? Et en fait, en formulant ça aussi, ça peut être très utile. Alors ça, c'est quand vous avez un papier qui est ce qui est en dessous, l'idée de work in progress. Il peut y avoir aussi des moments dans la conférence où, quand vous êtes doctorant de 4e année, voire 5e année, où vous êtes en fait sur le job market, là, c'est peut-être un peu plus intéressant de présenter un papier un peu plus abouti, parce que vous savez que les gens potentiellement qui vont venir vous écouter peuvent être des recruteurs potentiels. Ça, c'est vrai que ce soit sur le niveau francophone ou sur le français, européen ou international. À l'AOM, il y a un véritable job market où se font des entretiens en parallèle de la conférence, mais ça existe au niveau européen, mais pas au niveau français. Mais en tout cas, il n'empêche que moi, en tant que recruteur potentiel, quand je vois des jeunes doctorants qui présentent des papiers en conférence, je dis, ah tiens, il ou elle est en première ou en 2e année, bon, on en reparle dans 2-3 ans, et je me note le nom, et voilà. Donc là aussi, il faut être très, très clair là-dessus. Donc, ne pas hésiter à bien dire, je suis doctorant de 1e année, de 2e année, c'est un papier qui est en balbutiement, ou au contraire, je suis doctorant en 4-5e année, je suis bien avancé. Voilà. Ça, c'est très important aussi. Parce que globalement, il faut partir du principe que les collègues qui sont dans la salle sont là pour vous écouter, et avec une écoute bienveillante. Donc, ils vont essayer de vous donner le plus de billes possible, le plus de grains à moudre possible. Mais il faut pour cela que vous dévoiliez aussi quelque part les faiblesses potentielles du papier, ou les doutes en tout cas que vous pouvez avoir, pour justement faire ensuite, comme le disait Guillaume en introduction, progresser votre papier. Parce que finalement, si vous ne laissez pas de place, on peut avoir tendance, quand on est doctorant au début, à vouloir montrer finalement que ça va, tout va bien, tout est contrôlé, pour montrer que, ok, on est jeune chercheur, mais on est assez solide. Montrer le contraire est pas mal aussi. Le but, c'est justement d'aller dire, voilà, je suis en
construction, merci de vos retours. Voilà, ça c'est très, très, très important. Et normalement, un chercheur, s'il est bien formé et s'il fait bien son métier, il prend du plaisir aussi à partager des idées et accompagner l'autre, que ce soit un chercheur senior ou un chercheur débutant, mais accompagner dans sa progression intellectuelle. Donc, il y a plutôt des remarques bienveillantes. Moi, j'ai pu assister, en tout cas en conférence, j'ai jamais assisté, que ce soit à l'AOM, à EGOS, à EURAM ou à l'IMS, j'ai jamais assisté à des sessions où quelqu'un se faisait, passez-moi l'expression, mais dépecer en direct, quoi. Enfin, c'est jamais arrivé. Il y a globalement des fois des remarques qui sont un peu piquante, mais c'est rarement au-delà de ça. Par contre, ça m'est arrivé de voir ça dans des workshops internes. Notamment, j'ai fait un visiting aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les séminaires internes, c'est vraiment, tout le monde sort son couteau, quoi. C'est extrêmement violent. Même les remarques, la formulation des remarques sont très dures. En conférence, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, si ça m'est arrivé une fois, au tout début, où je gérais le track à EURAM, un collègue italien qui a fait une remarque désobligeante. La remarque était intellectuellement correcte et tout à fait cohérente, mais formulée avec un ton condescendant qui n'était pas vraiment acceptable. Et il y avait un chair et un discutant, et les deux ont pris la parole ensuite pour dire, parce que le doctorant s'était démonté, le pauvre, il s'est liquéfié sur place, et on a dit non, mais là par contre, la question est bonne, mais la formulation n'est pas acceptable, donc merci de reformuler votre question. Et la personne s'est reprise et en fait a dit oui, pardon, excusez-moi, je me suis emportée, enfin voilà. Donc normalement, on est dans un contexte de bienveillance. Je ne sais pas si Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose sur ces éléments-là. Non, alors peut-être un détail, mais je pense que ce qui est important, c'est que il y a quand même un aspect très communautaire qui est important où, a priori, sauf si vous changez de métier après, vous allez rester là toute votre vie potentiellement, quoi. Et donc, il faut quand même marquer un peu son territoire. Il faut que les gens vous identifient à un sujet, à quelque chose, et puis à une sorte de niveau de qualité. Ou, voilà. Moi, c'est intéressant parce que j'ai un collègue, il ne le sait pas, mais j'ai revu où je suis un peu ces papiers qu'il envoie régulièrement. C'est un doctorant, c'est un collègue senior, lambda d'ailleurs, mais j'ai un peu suivi ses travaux et puis c'est rigolo parce il a un terrain, il a un ensemble de terrains qui sont liés les uns aux autres, ça fait des multicas, etc. Mais donc, du coup, soit en l'évaluant, soit en assistant aux conférences, je suis un peu sa vie de ce qui se passe à côté et je trouve ça malin son truc. Dans une review l'année dernière à l'IMS, je lui ai dit d'ailleurs, tiens, c'est rigolo, vous avez bâti ça là-dessus. C'est en dehors du processus, mais voilà, donc juste pour revenir sur ce que je viens de dire là avec cet exemple, il y a quand même un truc où il faut marquer son territoire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi mon truc? C'est quoi mon cadrage théorique? Qu'est-ce que je fais qui est original? Ou c'est quoi mon terrain? Qu'est-ce que j'ai de différent? Parce qu'en fait, les gens vont potentiellement, l'année prochaine, vont vous en reparler en disant c'est où ce papier? Voilà, donc il y a quand même 15 minutes que vous devez, il y a 15 minutes seulement à préparer, c'est pas beaucoup, où vous devez être brillant, quoi. Il faut faire un truc bien, qui marche bien, on a le droit à l'erreur, on peut dire, voilà, on peut tout justifier, mais il faut quand même réussir son show, quoi. Et on ne comprendrait pas que vous fassiez une présentation comme la nôtre, noir sur fond blanc, on attend un truc un peu mieux, potentiellement. Mais non, voilà, la forme, ça compte pas. La forme, ça compte pas. Voilà, donc on attend un truc qui soit un peu, qui a un peu de fond et qui soit un peu intéressant, quoi. Sinon, voilà, il y a 15 minutes à préparer, vous avez un an pour préparer 15 minutes, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Donc aussi bien sur voilà, sur le respect du temps, juste comme ça. Pardon, vas-y Malek. Oui, on a reçu une question. Quels sont les formats, structures et critères à respecter pour rédiger un article de conférence en France versus à l'international? Waouh. Là, je dirais qu'on faire le site web de chaque conférence parce que honnêtement, en termes de nombre de mots, ça va varier. En termes d'interlignes, ça va varier. La taille de l'abstract va varier aussi. Donc, si c'est vraiment sur de la forme, il faut regarder ce qui est demandé. Après, sur le fond, honnêtement, moi, je pars du principe que s'il y a une question de recherche qui est intéressante et pertinente et un terrain et des données qui tiennent la route, il n'y a pas à dire ça c'est pour IMS ou ça c'est pour AOM. Finalement, un papier, il a une vie et si le terrain est suffisamment riche, il n'y a pas de raison qu'il soit
pas exploitable à l'international, par exemple. Hein. Donc, et si la question de recherche aussi, elle est suffisamment… Enfin, je considère pas qu'il y ait des questions franco-françaises et des questions de recherche internationales. Donc, j'aurais tendance à dire que finalement, le contenu, c'est pas ça qui va déterminer le fait que le papier soit accepté ou pas. Il y a des niveaux d'exigence différents entre ce qu'on disait le short paper et le long paper. Mais à part ça, si la question de recherche est bonne, si le terrain est bon, faut pas se censurer et dire je parle d'une entreprise, je parle d'un terrain français, donc je soumets qu'à une conférence française. Non, au contraire, ça peut faire beaucoup de sens à l'international. En plus, généralement, pour chaque conférence, il y a les critères pour oui, le c'est listé sur le site, bien sûr. Et qui doivent être suivis. Alors, si on prend l'exemple de l'IMS, là, cette année, il y a eu des rejets de papier qui étaient vraiment, vraiment hors format, quoi. C'est 25 pages maximum. Alors, le côté latin des Français fait qu'on accepte 28, 29, 30, 31, 32, mais 45, on n'accepte pas, bien évidemment. Et puis, par contre, à l'AOM, le côté non latin du tout fait que si c'est 41 pages, c'est pas 40 pages et c'est rejeté. C'est 40 pages, c'est 40 pages. Et quand vous envoyez le papier, vous dites combien de pages ça a. Il faut que vous écriviez 40. Et si ça fait 41 pages, le papier est rejeté puisqu'il ne respecte pas, on n'est pas sur les mêmes logiques, bien évidemment. Il y avait peut-être une question à prendre juste là dans le chat que je me permets de prendre parce qu'elle est liée à ça. Question de différence entre un colloque et une conférence. Alors, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est plutôt une question de langage. Et en gestion, on parle de conférence. Et colloque, c'est peut-être quelque chose utilisé dans d'autres disciplines ou sous-disciplines des sciences humaines. Mais pour moi, c'est strictement la même chose. Il y en a qui parlent de oui, colloque, ouais, c'est pareil. Pardon, et du coup, c'est à moi de présenter cette slide. Voilà, c'est moi de pas de présenter, mais de discuter là-dessus. Donc, il y a effectivement, souvent, vous avez des sessions qui durent 1h30, 2 heures. Et puis, il y a des pauses café entre les deux. Voilà, et donc, en fait, il y a assez peu. Ce qui est important, c'est qu'il y a très peu de discussions, en fait. Donc, vous avez, pardon, je reprends. La présentation dure une quinzaine de minutes pendant la session d'1h30. Potentiellement, il y a 10-15 minutes de discussion. Et puis après, ça s'arrête là. Donc, vous avez un temps en fait assez court pour avoir des retours. Alors, si en plus vous êtes doctorant, pas très à l'aise et que vous dépassez votre temps, vous avez très peu de retours. Et donc là, ça va être compliqué. Du coup, il faut profiter des autres moments pour essayer d'attirer le chaland un peu, puisque le but d'une conférence, c'est de maximiser les retours. En fait, que les gens, enfin, vous avez des gens qui vous pouvez présenter votre travail, vous pouvez maximiser le retour et puis faire évoluer votre pensée, etc. Du coup, ce qui est pas mal, et ce qui se fait souvent, en fait, quand vous sortez de sessions que vous avez présentées, souvent, on se fait alpaguer ou vous alpaguez quelqu'un en disant « Tiens, c'était cool ce que tu as fait, sympa ton terrain, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Donc là, c'est le moment où voilà, il faut rester concentré encore un peu et raconter votre terrain autour d'un café. Ou voilà, donc il faut essayer de créer un peu ce truc-là et pas quand vous êtes présenté, pas être avec votre téléphone et appeler vos parents en expliquant ce que vous avez fait, mais rester un peu ouvert, c'est pas fini, quoi, c'est pas tout à fait fini. Voilà, donc ça, c'est important d'essayer de maintenir ouvert le plus possible, rester un peu dans la salle, traîner un peu, essayer de voilà, discuter avec les autres qui ont présenté, créer l'échange pour, in fine, essayer d'avoir des échanges, des retours sur votre papier, qui est un des objectifs quand même, pas le seul, mais un des objectifs. Ce qui se fait aussi, alors on a eu une grande question avec Audrey quand on a préparé cette slide. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de carte de visite actuellement. J'en avais chez mon président d'emploi. Je pense que je peux en avoir, mais en fait, voilà, je suis rentré pendant le Covid à l'EM Lyon. Donc, je pense que je peux en avoir, mais je n'en ai pas actuellement. Donc, je ne sais pas si c'est une pratique qui se fait. Je ne sais pas si les échanges de cartes de visite se font. C'est très, très anglo-saxon et très japonais notamment. Je ne sais pas si en France, on échange ça. Je sais qu'à l'AOM, ce qui se faisait la dernière fois, c'était plutôt des photographies du badge. Et puis ensuite, les gens rajoutaient sur LinkedIn ou ResearchGate ou je ne sais quoi. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est dans tous les cas d'échanger les contacts. Alors, je ne sais pas, voilà, je sais pas si ça fait sur TikTok, sur je ne sais quoi. Voilà. En tout cas, il y a quand même des échanges à avoir. La manière, je ne sais pas comment elle se passe, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut maximiser les échanges. Et puis, un autre truc qui est aussi important, on parlait du in et du off tout à l'heure. Je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, alors ça met du temps à comprendre, à capter. Il faut un peu comprendre ce qui se passe, quoi, ce qui se passe dans le champ. Ah tiens, le labo de Toulouse, ça marche pas mal en ce moment, ils ont recruté, machin, ils ont gagné un ANR et du coup, je ne sais quoi, je sais pas, c'est vrai. Ça bouge pas mal, voilà. Ah, il y a beaucoup de sujets en ce moment sur les méta-organisations. Les M&A, ça reprend. Les business models, l'équipe de Lille, là, ils y sont remis. Les avions, là, les Avegui qui s'y remettent, etc. Ils ont sorti un rapport avec leur chair, etc. Voilà, il y a tout un ensemble de choses à comprendre un peu ce qui se passe dans le champ et puis discuter avec ces personnes-là.
Voilà, c'est pareil, le rôle de Twitter a un peu un rôle comme ça pour ceux qui ont des réseaux sociaux comme ça. Comprendre ce qui se passe et puis comprendre, tiens, ils recherchent des… Il y a un post qui va peut-être s'ouvrir, est-ce que je pourrais discuter là-dessus, etc. Donc, il y a tout un ensemble de signaux faibles un peu à capter, qui sont peut-être faux, qui sont peut-être vrais, mais voilà, qui est un peu intéressant à comprendre. Les tests, ça se fait maintenant, beaucoup de gens la font, je ne sais pas quoi, en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans, en 8 ans, ou en moins de temps. Ouais. Tout un ensemble de pratiques qui changent et qui sont intéressantes à capter. Je sais pas, les budgets, il y a des milliards de sujets. Les cours de stratégie, je sais pas, j'ai des collègues qui ont leurs cours de stratégie qui maintenant sont enseignés en post-bac. Alors qu'avant, moi, à mon époque, c'était enseigné en M1, puis c'est descendu en L3, puis en L1. Voilà, des choses comme ça, des pratiques qui se passent. Le nombre d'heures du cours de strat, il a diminué. Ou voilà. Ouais, il y a des milliards d'exemples qui peuvent se passer. Et voilà, et c'est le but aussi d'échanger avec nos collègues qui font le même métier autour d'une petite communauté. Et puis, c'est aussi important, une pause, c'est fait pour faire une pause. Et moi, ça m'arrive en étant jeune doctorant de faire du codage pendant la pause. J'avais des problèmes, j'avais mon co-auteur qui était là et on se mettait à bosser de manière… Ça n'avait aucun sens. Voilà. Je ne sais pas, Audrey, si tu as des trucs. Non, travailler avec les co-auteurs, c'est ce qu'on fait le plus. Enfin, moi, oui, effectivement, c'est important. Les dernières années, on ne l'a pas mis sur la diapo, mais là, depuis que j'ai des enfants, je ne vais plus à la WEM parce qu'en fait, la WEM, ça tombe en plein milieu des vacances d'été. Donc, quand j'étais jeune, célibataire et sans enfants, j'y allais tous les ans. Et puis, depuis quelques années, j'ai arrêté. Mais par contre, quand j'allais à la WEM, comme c'est tellement gros et c'est tellement fatigant de voir toutes ces sessions qu'à la fin, les dernières années où j'y allais en fait pour bosser. Je présentais mon papier et le reste du temps, je bossais avec mes co-auteurs parce que c'était le point de rencontre de mes co-auteurs internationaux et on bossait là. Donc, c'est aussi un bon moment pour travailler. Et juste un point sur l'importance des échanges et des contacts. Moi, tous mes projets de papier, à part les papiers auteurs, où je suis auteur seul, mais tous mes projets de papier coécrits ont commencé en conférence. Et les recrutements de certains collègues à TSM ont commencé en conférence aussi. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange très, très important. Et je me permets de passer directement à la diapo suivante parce qu'on vous assène depuis tout à l'heure qu'il faut gérer son temps de parole. Et là, je vois qu'on est déjà en train de dépasser notre temps de parole. Donc, je ne veux pas dépasser outre mesure. Et donc, le dernier point qu'on voulait aborder, c'était comment retravailler sa communication après la conférence. Alors, si vous avez bien organisé votre temps de parole et si vous avez bien présenté, ça va susciter des questions, ça va susciter des remarques. Et parfois, en tant que doctorant et même en tant que chercheur plus aguerri, des fois, on est totalement un peu submergé par des questions, des remarques, et on ne comprend pas pourquoi elles arrivent. Il faut bien avoir en tête que la personne en face de vous, elle a son propre schéma de pensée, elle a ses propres biais, et des fois, si moi je suis en face de vous, vous allez parler d'un papier, je parlais tout à l'heure avec une collègue qui travaille sur les représentants syndicaux, je vais faire forcément le lien avec le rôle des représentants syndicaux dans les fusions-acquisitions parce que c'est mon dada et que je reviens là-dessus. Donc très souvent, les personnes de l'auditoire vont vous reconnecter à d'autres champs théoriques qui peuvent être un peu déstabilisants, d'où l'intérêt après la conférence de revenir voir votre directeur ou votre directrice de thèse et de lui dire, bon voilà, j'ai eu telle et telle piste, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on élimine, parce qu'il y a des remarques qui peuvent être tout à fait pertinentes, mais vraiment très éloignées, ou qui vont apporter un autre éclairage théorique que vous n'avez pas forcément envie de prendre. Bon. Après, ça peut aussi envoyer le signal, si vous avez des questions un peu déstabilisantes, que ce n'était pas clair. Et ça, encore une fois, quand on présente un papier qui est à un premier stade de création, je pense notamment au papier qu'on va présenter à l'IMS avec Tim, doctorante, c'est un papier qui est vraiment au tout début de sa vie. Et donc, forcément, il y a des choses qui sont sans doute qui sont claires pour nous, parce que nous, on a fait le codage et tout ça, mais qui ne sont pas claires pour les autres et qu'on ne va pas encore arriver à présenter de manière très claire. Donc ça, c'est quand même un signal aussi. Et donc, il faut retravailler pour clarifier. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des remarques, des fois, qui ont trait vraiment à la qualité de votre travail et au niveau d'avancement. Ce n'est pas que ce n'est pas bon, mais c'est peut-être que c'est encore early stage, ou qui peuvent avoir lié trait à la vision que les collègues vont porter sur votre papier et les propres biais qu'ils vont y mettre. Donc, vraiment choisir dans le lot de remarques que vous allez recevoir ce qui est ou
pas utile. Mais par contre, toujours répondre de manière positive, favorable, de toujours remercier la personne qui vous fait un commentaire, même si celui-ci vous semble totalement éloigné ou pas. Enfin, éviter, on le voit des fois avec le langage corporel, des gens qui vous regardent comme ça en disant « mais j'ai rien compris, qu'est-ce qu'elle me dit ?» Donc même d'essayer de maintenir un langage corporel favorable et de ne pas faire une tête bizarre si vous entendez une remarque que vous ne comprenez pas ou qui ne fait pas de sens pour vous. Le lien, donc ça, j'y reviens pas, hein, on l'a longuement dit, et puis surtout garder en tête que de toute façon, votre communication à une conférence, normalement, ce n'est pas un produit fini, c'est-à-dire que vous allez vraiment la retravailler, renvoyer à une version plus aboutie à une autre conférence, et ensuite à envoyer à une revue, etc. Donc tout ça, c'est un processus, c'est ongoing, c'est continu, donc c'est un travail constant d'amélioration de vos papiers pour que in fine, ils soient publiés, et même des papiers publiés, très souvent, on se dit, tiens, si j'avais pu faire ça, j'aurais fait ça, j'aurais changé ça. Enfin, voilà. Voilà, je m'arrête là parce qu'on va prendre les questions. Je pense que c'est le plus important aussi dans ce format-là. J'arrête le partage. On a 2 questions. Comment valoriser l'article après la conférence, sachant qu'il a été écrit en français? Je peux faire un premier déjà, soit on le garde en français, soit on le fait dans une autre langue, hein, a priori. Il y a beaucoup de revues francophones qui existent, CF, les différents classements, je ne sais pas, FCS par exemple, le management, on peut publier un management en français. Il y a obligation de traduire ensuite en langue anglaise. Mais voilà, donc le premier truc, c'est de le garder dans la langue. Et puis après, je vais me faire des ennemis, des éminents collègues, voilà. Mais traduire en anglais est aussi peut-être aussi une possibilité, ce qui ouvre un périmètre plus large. Mais tout dépend si ça a un sens de le faire. J'imagine que si jamais on travaille sur la sociologie française, on peut tout à fait garder qu'on dialogue avec que la conversation théorique est uniquement avec des revues françaises, etc. Ça se voit rapidement en fait à la biographie. Pardon, à la bibliographie. Si dans les références, on a uniquement on cite que des revues françaises et que c'est bien inscrit dans le champ francophone, restons sur quelque chose de francophone. Et puis, si jamais on se rend compte qu'en fait, on a un vrai dialogue avec David Tiss ou je ne sais qui, ou Eisenhardt, etc., et que ces gens-là ne lisent pas le français, et qu'on souhaite discuter avec eux et qu'on a une vraie valeur ajoutée avec eux, alors attention, c'est compliqué, mais pourquoi pas traduire et puis essayer d'envoyer dans la même revue où ces gens-là écrivent pour instaurer un dialogue. Voilà. Encore une fois, ça risque d'être très compliqué, mais pourquoi pas, hein, ça dépend aussi de l'ambition, de la volonté, ce que vous voulez faire plus tard, du poste que vous voulez viser, etc. etc. Ok, dernière question du questionnaire. Ah, vas-y Audrey. Oui, juste historiquement, je vais faire la vieille là, mais historiquement à l'IMS, les communications en anglais n'étaient pas acceptées. Et à l'époque où j'étais au CA, je ne sais plus quand c'était, sur les années entre 2010 et 2015, je pense, il y avait beaucoup de débats là-dessus. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On accepte, on n'accepte pas, parce que l'environnement concurrentiel changeait. Il y avait de plus en plus de nos doctorants qui partaient à l'étranger, des collègues qui étaient à l'IMS et qui partaient travailler à l'étranger. Donc, au bout d'un moment, et puis il y a aussi un renouvellement des seniors, des cadres de l'IMS. Donc, quand ceux qui sont seniors maintenant étaient dans le middle management de l'IMS, certains ont poussé justement pour que les communications en anglais soient acceptées. Donc ça, c'est un changement aussi de pratique qui est réel dans notre métier aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins, là, pour l'anecdote personnelle, que l'écriture en français, moi j'ai été confrontée à ça, je n'avais pas écrit en français depuis des années quand il a fallu que je fasse mon habilitation à diriger des recherches, que j'ai dû rédiger en français. Et je me suis honnêtement retrouvée avec vraiment la panne du stylo. Je me rendais compte que je ne savais plus, que j'avais des difficultés à écrire dans un joli français, dans un bon français, ce qui n'était pas le cas lors de ma rédaction de thèse 10 ans auparavant. Donc, continuer à garder, je trouve, l'utilisation des 2 langues. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de pouvoir soumettre en français à l'IMS. Je dis ça, mon papier cette année est en anglais à l'IMS, donc faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais c'est quand même important peut-être de garder aussi la coexistence des langues pour pouvoir continuer à garder la beauté de la langue française. Et on ne structure pas ces idées tout à fait de la même manière quand on écrit en français, quand on écrit en anglais. Enfin, ça, vous avez dû déjà le sentir. Pardon, Malek, je t'ai coupé la parole. Juste une dernière question avant de passer au chat. Quel est le format de présentation à l'IMS? Temps de parole, questions, etc.
Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais peut-être qu'Anastasia, tu sais un peu plus, je ne sais pas. C'est 15 minutes, c'est ça ou pas, hein, ou c'est 20 Ouais, minutes? c'est ça. 15 minutes, ok. Donc, normalement, il y aura des sessions de 3 ou 4 papiers, d'1 heure et demie ou de 2 heures, si je ne me trompe pas. Et donc, l'idée, c'est d'avoir 15 minutes de parole, ce qui est un temps correct, hein, il n'y a pas de... relativement, voilà. Après, suivant la personne qui va gérer la session, elle peut vous autoriser 1 minute en plus, mais il ne faut pas trop jouer avec ça. Et puis ensuite, il y a 15 minutes de retour, a priori, des membres de la salle. Et il peut y avoir nommé, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici, des discutants, des personnes nommées spécifiquement pour avoir lu en amont le papier. Et puis avoir lu le papier et faire le job d'être le premier à garantir des retours. Voilà. Et vous avez en plus, là, ce qui est le cas à l'IMS, vous avez du coup quelqu'un qui est responsable de la session, qui a comme objectif de faire respecter le temps, etc. Il a une charte à respecter d'ailleurs. Faire respecter le temps et puis notamment préparer un peu la session en ayant lu les papiers et puis en ayant lui-même des questions au cas où il n'y en ait pas. Voilà, donc vous avez au moins une personne qui normalement est censée vous garantir des retours, ou en tout cas créer un échange ou créer une dynamique d'échange, même si la personne ne fait pas elle-même le truc, elle peut pointer du doigt des gens dans la salle, ou voilà, elle a le pouvoir de gérer la salle. Voilà. D'accord. On passe au chat avec Rémi. Alors, il y avait déjà 2 questions dans le chat, il me semble, mais Rémi, je te laisse. Exactement. D'ailleurs, quand on parlait de l'IMS, il y avait une question Le dress code. très précise sur le dress code de l'IMS. Dress code de l'IMS, alors je n'ai pas les mots-clés, mais en gros, pour un homme, ce n'est pas nécessaire de mettre une cravate, on va dire. Ça peut être pantalon, chemise, je pense. J'ai rarement vu des gens en short à l'IMS, à part mon directeur de thèse, Philippe Monin, qui faisait ça pour déconner. Donc, ce n'est pas vraiment le short s'il fait chaud, mais ce n'est pas non plus le costume 3 pièces. Hein, c'est pas très, très... Voilà, je pense, pour les femmes, c'est vrai que pour les femmes, on a de la chance parce qu'effectivement, on peut être en robe quand il fait chaud et c'est quand même confortable. Mais je crois que j'ai rarement vu des messieurs en short à l'IMS. Je me trompe, Guillaume? Non, je pense que ça se peut réserver à Egos, par exemple, où on est un peu plus sciences sociales. Voilà. Mais là, effectivement, je vois où c'est plutôt une chemise, entre la chemise et le t-shirt, quoi, mais plutôt un t-shirt bien habillé, quoi. Je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà. Pas les tongs, quoi. On vient Pas pas les en tongs. tongs, quand même, voilà. Voilà. Mais un peu comme quand vous donnez cours, je pense, j'imagine, pour ceux qui donnent des cours en parallèle. Par ailleurs, je me posais la question aussi, est-ce qu'il y avait un dress code différent au gala de l'IMS qui a lieu le soir? Alors, un gala, c'est un peu plus habillé quand même. Je pense qu'on peut faire un petit effort pour le gala. Alors, on va peut-être pas mettre un costume et une cravate, mais une petite veste casual, ça peut être pas mal quand même, je pense. Hein. Alors encore, et puis là, moi, je suis un peu comme vous. Ça fait 2 ans qu'on a été Ouais. enfermé chez soi, donc j'ai un peu du mal à savoir ce qui va se passer. Donc, Alors, moi, je ne veux pas dévoiler ce qui se passe à l'IMS cette année, mais ce qui s'était passé à l'IMS à Annecy en 2005, qui était une des meilleures IMS à laquelle j'ai participé, c'était une soirée de grands malades sur le bateau. Où tout le monde a dansé. Donc, si vous voulez danser avec des talons aiguilles, je ne sais pas, moi, je ne sais pas danser avec des talons aiguilles, mais mesdemoiselles, en tout cas, et mesdames, évitez la robe longue de soirée, mais quelque chose de confortable, parce que si c'était comme il y a 15 ans, ça va être super. C'est qu'on est tous enfermés sur un bateau. Les 2 fois où on a fait des soirées de malades, c'était à Annecy et c'était à Montpellier aussi. C'était sur la plage, Audrey est là, on s'en rappelle. Hein, et puis, mais le côté bateau est très fort parce qu'à Euram, je ne sais plus quand c'était, en 2014 à Istanbul, on était aussi oui, moi, sur un j'étais là, moi. bateau, voilà, sur le Bosphore. Et j'ai des vidéos de certaines personnes en train de danser comme des fous. Voilà, il y a des dossiers, quoi. Donc, généralement, quand on se retrouve sur un bateau, il se passe des choses. Donc, il peut se passer des choses sur le bateau s'il y a un bateau à Annecy cette année. On va pas spoil, on verra bien comment Voilà. ça va se passer. Il y avait une question de Audrey aussi qui parlait des sessions mid-editor, des sessions où parfois il y a des intervenants de revues qui viennent présenter leur revue et les codes de leur revue. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est intéressant d'y participer, même si on n'a pas forcément de papier qui vise d'une part cette revue ou de papier tout court dans la pipeline?
Moi, je trouve ça intéressant. Alors, il y a deux trucs. Il y a des fois où j'allais dire, ça dépend. Les meet d'éditeurs à laquelle j'ai participé, que ce soit à l'IMS ou que ce soit à Euram et à EGOS, étaient toujours très intéressantes parce que c'était des éditeurs, j'allais dire, locaux, décentralisés, qui savent de quoi ils parlent, qui parlent de la revue, mais pour un public français ou pour un public européen. Les sessions de meet d'éditeurs à l'AOM, c'est souvent vraiment les big names, donc les senior éditeurs, qui n'ont pas forcément une prise directe avec le contexte culturel, le contexte culturel et les différences et les spécificités de tradition dont on parlait précédemment. Donc, d'une manière générale, je trouve que c'est intéressant, surtout en tant que doctorant ou jeune docteur, d'aller écouter ce qui se passe. Mais des fois, il y a un discours pour certains qui est un peu de l'ordre du discours commercial, où on n'apprend finalement pas beaucoup plus que si on lisait les guidelines qui sont sur le site de la revue. Mais moi, j'ai souvenir d'une ou deux séances où après, on peut aussi aller un peu pitcher son papier. Alors, il faut le faire habilement parce qu'évidemment, à la fin de la session, tout le monde se jette sur l'éditeur en lui posant 50 questions. Mais si on arrive à pitcher un peu un papier, ça peut être pas mal. Et typiquement, moi, j'ai un papier actuellement là en révision dans le Journal of International Business Studies. Et en fait, ce papier a atterri dans cette revue-là, parce que ce n'était pas du tout la revue que je ciblais au départ, mais il a atterri dans cette revue-là parce qu'on a présenté dans une session à AOM il y a quelques années, où il y avait un des éditeurs de Jeeps qui était présent et qui a dit « Ah ben tiens, ça m'intéresserait que ça vienne dans le papier ». Donc, il y a aussi les deux, c'est-à-dire à la fois, il peut y avoir un éditeur de revue qui est présent à votre présentation, où vous pouvez aller pitcher votre papier aussi quand vous le croisez ou la croisez dans la conférence. Moi, je pense que j'ai le même sentiment, c'est très commercial. C'est pas parce que vous y allez que vous avez votre papier publié dans AMR ou AMJ, malheureusement. Mais on vous fait croire que oui. Il y a un côté quand même, ça démystifie un peu. Donc, quand c'est un local qui le fait, qui lui a fait le truc et tout, ça c'est plutôt bien parce que ça montre que c'est possible. Voilà. Et du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est quand il y a moyen d'avoir une discussion. Alors moi, je me souviens, j'avais un éditeur de Organization Studies qui était venu à Dauphine quand j'étais encore doctorant à Dauphine, ou je l'étais plus, je ne sais plus. Et après, j'ai eu un papier publié là-dedans. Mais du coup, il avait fait faire un tour de table et puis on avait chacun raconté notre sujet. Et là, ça avait un sens parce qu'il avait dit, il ne disait pas oui, non, mais il disait… voilà, ça a un sens quand il y a un dialogue, quand il n'y a pas de dialogue. Voilà. Mais un contre-exemple que j'ai eu là, donc j'ai fait la Strategic Management Society l'année dernière en ligne. C'était complètement nul parce que c'était en ligne. Et puis là, donc il y avait les gros éditeurs en stratégie qui présentaient leur truc. Et en fait, j'ai eu une idée là-dedans. Ah tiens, on pourrait envoyer là-dedans. En fait, ça fait sens potentiellement. Je ne pense pas qu'ils acceptaient ce type de papier, etc. Voilà. Donc, ce que je dis est un peu très commercial, un peu… mais parfois, ça fait quand même sens. Ça fait du bien aussi de se rappeler un peu comment ça marche, un peu les ficelles du métier qui vous racontent un peu, eux, leurs problématiques. Bon, voilà, il y a un aspect très commercial, mais bon, il faut y aller de temps en temps, quoi. Tous les 2-3 ans, il faut un peu faire un tour. Et puis, par contre, si vous n'avez jamais fait, il faut le faire une première fois. En tout cas, ça, c'est sûr, je pense. Il faut un peu comprendre ce que c'est, comment ça marche, il raconte le processus, la durée, pour vous vous rendiez compte un peu ce que c'est, quoi. Ça, c'est important, je pense. Bon, par ailleurs, à l'IMS, il y aura aussi, je crois, une session midi éditeur. On parle beaucoup de l'IMS, parce que ça arrive 3 juin, bientôt. ouais. Puis il y aura plein d'autres petits événements, des choses à visiter, des musées, par exemple, sans pour autant tout spoiler. Il y avait une dernière question qui vient un peu en conclusion, qui va me permettre de reprendre un peu ce dont tout on a discuté. Si je comprends bien, le but principal de la participation de la conférence, c'est donc de collecter et noter des conseils ou critiques pertinentes et ensuite reformuler le papier d'après ces conseils. Là-dessus, on est d'accord? C'est le but de la vie du chercheur en général, je crois, hein, de toute manière, de constamment être sous le feu des commentaires des pairs et constamment renouveler son travail et avancer comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, parce qu'on est en remise en question permanente de ce qu'on fait et c'est passionnant. Donc oui, normalement, c'est vraiment ça. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Et puis là, effectivement, là, ce qui est bien, c'est que tout le monde est réuni au même endroit et a priori, on est face aux personnes qui sont les plus à même de critiquer ou faire progresser le travail. Donc, profitons de cet endroit-là pour ça, quoi.
pour conclure, il y a aussi présenter son papier en conférence, c'est une partie de la conférence. Dans d'autres cafés conversations, notamment disponibles sur YouTube, on avait aussi parlé de faire des retours, par exemple, sur des papiers. C'est des choses qui peuvent arriver également en conférence, puisqu'on est en session avec plusieurs d'autres personnes. Donc, d'une part, je vous invite à aller les regarder pour avoir le guide parfait du doctorant en conférence et avoir tous les tips sur d'une part, présenter et aussi comment faire des retours. Et puis, 15h23, je vais laisser la parole à Anastasia. Ah, pardon, il y a juste une question qui a été posée. Donc là, pareil, il y a une question qui vient d'arriver. Donc la question est intéressante puisque voilà, il y a un commentaire qui est pris. Du coup, ça fait penser à autre chose. Comme quand on a un commentaire sur un papier, la question en soi, Anastasia a répondu. Mais du coup, ça pose la question. Effectivement, toutes les conférences ont toujours un thème principal. Donc là, c'est donc le management en transition. Il y a toujours un thème principal. Et donc, on croit parfois que tous les papiers doivent porter sur ça. Non, c'est plutôt une incitation à tourner. Donc là, moi, comme je disais, j'ai 3 papiers à l'AIMS qui ont été acceptés. Aucun des 3 papiers ne parle du management en transition. Par contre, la conférence principale ou des intervenants, des tables rondes seront prévues là-dessus. Et puis, si vous avez un papier là-dessus, il sera potentiellement mis en avant, mais il est tout à fait possible de ne pas avoir de papier qui rentre dans la thématique de la conférence pour envoyer le papier dans la conférence. Ça ne pose absolument aucun problème. Et d'ailleurs, il y a les STAMES à l'AIMS, où là, il y a des thématiques très précises, et les thématiques n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce sujet. Et si je reprends EGOS aussi, où donc, il y a un thème à EGOS, mettons, je ne sais pas quel était le thème cette année, quel est le thème. Et donc, il y a un jeu toujours que chaque track essaye d'un peu rentrer dans ce thème. Alors, parfois, on sent vraiment que c'est forcé. Donc, il y a le mot, il y a la première phrase, et puis après, ça parle du vrai sujet dont ils veulent parler, quoi. Voilà, donc, le thème n'est pas toujours obligatoire. C'est ça le sujet principal, je pense. Il y a une autre question, je ne sais pas si on la prend ou on passe à la suite. Vite fait, si vous voulez, ouais. Oui, sur les tracks à Euram, peut-être sur Euram. Euram, vas-y, parce que je ne sais pas Euram. Sur Euram, en fait, comment sont déterminés les tracks. L'idée, c'est que vous pouvez soumettre une proposition de track. Généralement, c'est au mois de juillet qu'il faut soumettre. Et si c'est donc, là aussi, il y a des conditions. Il faut qu'évidemment le thème soit porteur. Il faut qu'il soit porté par des chercheurs de plusieurs institutions européennes. Il faut au moins 4 track chairs d'institutions européennes différentes ou plus de track chair. Et en fait, il passe par les fourches codines du Vice President for Conference, donc au niveau du CA, qui va analyser si le track proposé est intéressant et s'il peut être soumis. Ensuite, s'il est accepté, il faut que le track récolte plus de 12 papiers soumis pour rester un track émergent. Donc, on est track émergent pendant 3 ans, et une fois qu'on est track émergent pendant 3 ans, on devient un standing track. Et là, pour pouvoir rester un standing track, il faut qu'il y ait au moins 20 papiers soumis par an. Donc, ça suppose un petit peu de travail de publicité track. Voilà. Et pour EGOS, vous avez en fait tous les ans, vous pouvez soumettre, vous avez un appel à soumission qui est un peu plus tôt aussi, je crois, en juillet ou juin, pour pouvoir soumettre une proposition de track. Donc, très honnêtement, si vous avez le réseau, si vous avez envie de le faire, moi, je vous disais, j'ai fait le track M&A, il a été monté en 2008, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2007, et en juin 2008, on avait ce track M&A à Euram, et il existe depuis, et il y a eu d'autres, enfin, on a eu des passages de relais, il y a eu d'autres membres au sein de ce track, mais c'est faisable. C'est faisable même pour un doctorant, je veux dire, ou pour un jeune docteur. Et donc, sur les STEMS, qui sont du coup l'équivalent qui a été fait plus tardivement, c'est la même logique durant l'été, alors peut-être pour septembre, mi-septembre ou fin septembre, je ne sais pas exactement. Il y a pareil, il y a un appel qui est fait, et donc il faut proposer un track avec 2-3 collègues, avec un appel, des reviewers potentiels, des noms de personnes, et puis il y a une acceptation par le comité scientifique permanent et le CA. Et ensuite, ces STEMS sont dévoilés lors de l'appel à communication pour la conférence. Et donc, la communication, il faut envoyer pour le 25 ou 24 janvier, comme d'habitude. Ok, je pense qu'on est arrivé à la fin.
On y est presque. Donc, on vous remercie, Audrey et Guillaume, d'avoir accepté d'être avec nous pour ce café conversation. Merci également à Chloé pour le live tweet. Et là, je vous demande, si possible, pour ceux qui sont d'accord, d'allumer vos caméras pour qu'on prenne tous une photo. Et comme vous êtes beaux, tout ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure. OK. Eh ben, merci à tout le monde, merci à tous les participants. En ce qui concerne le prochain café conversation, ça sera probablement au mois de novembre et on vous communiquera donc tous les détails as soon as it's gonna be ready. À la fin de ce café conversation, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé. Et puis, la salle Zoom va rester ouverte jusqu'à 16h pour ceux qui veulent rester pour échanger. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Merci. Merci encore Audrey, Guillaume et Chloé, évidemment, pour l'animation du live tweet. Et on était ravis d'animer cet événement avec vous. Merci, à bientôt. Je dois vous quitter, je m'excuse. Merci beaucoup. Merci Audrey. Merci Audrey. Merci. On se voit très vite à l'IMS. Au plaisir. Et oui, voilà, à Annecy. Merci encore, à bientôt. Merci. Anastasia, oui. Est-ce que tu veux arrêter l'enregistrement? Ouais, effectivement.